sphère structurelle de l'État prend la décision de dire non, attendez, c'est un président arrêté selon le principe du droit international, il y a une immunité. Il faut donc laisser dormir ça comme ça, on ne peut pas l'interpeller. Le président Jacques Chirac, sans comparaison, a été aussi, n'est-ce pas, interpellé par la justice, mais il s'est refusé de s'y rendre. Hein. Bon, après, effectivement, est intervenue une grande structure d'État pour dire non, le président bénéficie d'une immunité présidentielle. Mais c'est pas trop facile comme ça à leur donner. Non, rien n'est facile. Je pense qu'on ne va pas réinventer la roue. Il y a des principes de droit international qui sont consacrés. Je vous ai fait allusion à une jurisprudence de la Cour internationale, tout comme en droit interne. Si vous prenez même le cas de la France, en droit interne français, il y a une décision de 2001 qui porte le nom d'un chef d'État africain, l'affaire Kadhafi. Eh bien, la Cour de cassation, sa chambre criminelle, dit que, en référence à la coutume internationale, un chef d'État étranger ne peut pas être traîné devant les juridictions. Mais c'est des principes, on ne va pas réinventer le monde. Et de ce point de vue, il est tout à fait normal que la Cour internationale le réaffirme. C'était d'ailleurs la position de l'État congolais depuis très longtemps. Elle est réaffirmée par la Cour internationale. Il faut qu'on le dise. Elle est dans la décision. Il ne faut pas seulement saucissonner la décision, prendre ce qui arrange. Non, elle est dans la décision. C'est pour ça que je me suis permis de lire cet extrait de la décision. Je voulais compléter, Monsieur le ministre, pour dire que, vous savez, les principes tels que celui de l'immunité d'un chef d'État qui existent, et ces principes-là, souvent, il peut y avoir des gens qui veulent les mettre à mal. Ça arrive. Le droit est ouvert à n'importe quel individu de penser que le principe n'existe pas ou qu'on peut l'atténuer. Et c'est dans ces conditions que l'on voit de temps en temps ces principes-là un petit peu bousculés, mais toujours on revient sur le principe lui-même. Ça a été le cas en France avec le président Chirac. Mais je crois qu'après qu'il y ait eu des polémiques sur justement son refus de ne pas vouloir aller devant le juge pour être interrogé, une autorité a ramené tout le monde dans le droit fil du respect du principe pour dire qu'il y avait l'immunité, qu'on ne pouvait pas y toucher. C'est pareil pour l'État souverain du Congo. Il n'y a aucune raison que chez nous, parce qu'il y aurait des gens qui tiendraient absolument à ce que cette immunité-là ne joue pas, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas en sorte que le principe soit respecté. Et l'avantage de la décision telle qu'elle a été rendue, c'est que dans sa motivation, l'éclairage est clair et net. L'immunité du chef de l'État du Congo, en l'occurrence, est fixée. On ne peut pas y toucher, c'est une immunité absolue. On ne peut pas y toucher. Devant le tribunal. On ne peut pas l'entendre. C'est une immunité, je répète, absolue. Tant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, c'est une immunité absolue. Et c'est valable pour tous les chefs d'État de la planète. On vous a parlé ici de l'affaire Kadhafi. Vous connaissez. Il y a eu le président Chirac. Aujourd'hui, on parle de notre président ici en République du Congo. C'est une immunité absolue. On n'y touche pas. D'accord. Oui, monsieur Bambi, sur cette lancée, oui, je comprends votre inquiétude. Et effectivement, vous pensez peut-être à une violation grave du droit international qui a eu lieu dans les années 80. Je pense ici au président Noriega. Bien qu'en exercice au Nicaragua, les troupes spéciales américaines sont allées le chercher, extradé aux États-Unis d'Amérique, jugé et condamné. Il y a violation flagrante du droit international public. Je ne rentre pas dans les questions de savoir qui est Noriega. Ce que je sais, c'est que c'était un chef d'État en exercice. Dans ce cas, la Cour prend le soin de préciser, dans son ordonnance effectivement, qu'il y a immunité du chef de l'État. Et une fois de plus, vous avez invité un pédagogue. Nous enseignons à nos étudiants ce qu'on appelle les immunités diplomatiques et consulaires. Oui. Ce sont des choses que nous enseignons. Comme l'a dit le secrétaire général, on n'inventera pas la roue. Et les juges n'ont pas inventé la roue, ils n'ont fait que confirmer ce qui existe en matière de droit international public. Alors, s'il y a immunité du chef de l'État, c'est tant mieux. Mais d'autres personnalités avaient été aussi interpellées. Bien d'autres personnalités, justement, c'est là où je devais en venir. Pierre Oba, on prend le cas du général Adoua, si je ne me trompe pas, du général Dabira aussi, n'est-ce pas? Si le président lui bénéficie d'une immunité du chef, est-ce que ce considérant 33 s'étend également à ces personnalités-là, monsieur le secrétaire général? Oui, vous êtes en train de demander quelles sont les personnalités qui bénéficient de ces immunités diplomatiques, par exemple. Vous avez aussi le ministre des Affaires étrangères qui bénéficie en totalité de cette immunité.
Maintenant, vous voulez savoir si tout membre du gouvernement pourrait bénéficier de cette immunité. C'est tous ceux qui ont été cités dans surtout ceux qui sont justement cités, comme le dit Jean. J'ai cité leur nom. Je n'ai pas besoin de nom, mais il suffit de regarder la catégorie. Il y a des catégories strictement protégées et d'autres, il faut les regarder. Et je pense que vous m'avez saisi. J'ai compris, mais sauf que vous ne voulez pas le dire clairement. C'est pas... Non, c'est dit clairement. Je le dirai dans l'amphithéâtre. Il y a un détail là. Ce qu'on peut dire clairement ici, c'est que pour le président de la République, ça ne pose pas de problème. Pour les ministres, à mon sens, ça ne pose pas de problème non plus. À partir du moment où vous êtes un ministre d'un gouvernement et que vous exercez la plénitude de vos fonctions de ministre pour le compte du gouvernement, donc pour le compte d'un État, vous devriez être protégé par l'immunité qui est accordée, notamment en particulier au ministre des Affaires étrangères, parce que ce ministre-là particulièrement est amené à avoir des relations avec tous les États, parce que les ministres des Affaires étrangères, mais tous les autres membres du gouvernement ont également vocation. Et comme le disait M. le doyen Mavila, il faut regarder à ce moment-là, au cas par cas, quel ministre, quelle fonction exerce-t-il. Mais normalement, quand vous intervenez pour le compte d'un État, un ministre de la République doit avoir une protection dans l'exercice de ses fonctions. Donc je pense qu'ici, le débat ne se pose pas vraiment, dans la mesure où je crois qu'au niveau international... Les immunités sont connues. Au niveau international, je crois que ces problèmes d'immunité sont même des coutumes et des usages que les États respectent entre eux. Et on ne vient pas, pour n'importe quel motif, bousculer un ministre de la République d'un État qui serait par exemple en déplacement. Mais il arrive des fois qu'on le fait sans se rendre compte des textes en vigueur. Il y a une réciprocité. Vous avez cité le cas du ministre, l'ancien ministre des AE en RDC. C'est certainement que les grands juristes là s'étaient trompés, ils n'ont pas en matière de la dessouché. réciprocité. Ouais. Vous ne ferez jamais ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc je crois que dans ce monde des gouvernements, des gouvernants qui sont amenés à se voir et à se déplacer dans le monde, ils savent qu'ils doivent faire preuve de mesure et il y a la réciprocité. D'accord. Il y a sans doute aussi un point qu'il faut préciser très rapidement. Oui. C'est vrai que dans cette affaire, on désigne les gens, on cite les gens, on cite les noms. Je pense que dans la perspective de l'état de droit que nous voulons construire, là aussi, il faut que nous soyons très pédagogiques. Il y a des noms qui sont cités dans le cadre d'une procédure. Mais il ne faut pas que dans l'esprit des gens, on pense qu'ils sont coupables de ceci ou de cela. Maître Ngalibal le précisera probablement tout à l'heure. Il y a quand même un principe fondamental en matière de droit processuel. C'est la présomption d'innocence. Tant que la personne n'a pas encore été jugée, il ne faut pas se mettre comme ça à citer les noms, à traîner, à jeter en pâture, comme s'il y avait déjà une décision ici ou ailleurs qui aurait condamné telle ou telle autre personne. Je pense que là aussi, dans ce que nous voulons, dans le respect des droits de l'homme, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes que nous allons le revendiquer, les droits de l'homme. Il faut également les respecter pour les autres. Et dans ce cas précis, la règle de la présomption d'innocence doit être observée. Voilà, le deuxième petit point du grand chapitre, c'est les procédures concomitantes et simultanées en France et au Congo. Bon, maintenant qu'il y a eu ce verdict de la Cour internationale de la justice, que seront devenus les deux tribunaux? Vont-elles instruire séparément ces dossiers, continuer à le faire? Ici, ça se fait normalement parce qu'après, on a reconnu les compétences de notre tribunal national. Mais au niveau de mots, comment vont-elles se compléter ces deux procédures? Jean Bambi, je crois que Maître doit beaucoup plus éclairer les auditeurs, sinon les téléspectateurs, sur les compétences des deux juridictions sur cette affaire. Maintenant sur ce point, déjà, je commencerai par la compétence des juridictions congolaises. Moi, je suis congolais. La République du Congo a des tribunaux, des magistrats, des juridictions qui fonctionnent, des lois. Et je suis quand même étonné quand j'entends souvent dire que la compétence des juridictions congolaises, comme s'il y avait un problème sur cette compétence des juridictions congolaises. Mais bien évidemment, les juridictions congolaises sont absolument compétentes pour statuer sur cette affaire comme sur toutes les affaires qui interviennent sur le territoire national. Donc je crois que de ce point de vue-là, ce débat me paraît un peu curieux en ce qui concerne la compétence des juridictions congolaises. Au demeurant, je dirais que dans cette affaire, la juridiction congolaise, en l'occurrence le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville, on vous l'a précisé au début de l'émission, a été saisie par un réquisitoire introductif, un réquisitoire afin d'informer de monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance du 29 août 2000.
Donc cela veut dire que les partis qui voulaient se plaindre par rapport à cette affaire des disparus du Beach ont pris des avocats, ont formulé des plaintes, les ont déposées au tribunal et le procureur de la République saisit à son tour le doyen des juges d'instruction afin d'informer par un réquisitoire du 29 août 2000. Donc cela veut dire qu'il y a une justice qui existe, que des juridictions sont bien sur le territoire, compétentes et qui ont été saisies régulièrement et que la procédure suit son cours. Donc de ce côté, je crois que le débat n'a même plus lieu d'être. Là où il y a un problème, c'est en ce qui concerne la compétence que s'est attribuée la France dans son droit interne, la compétence universelle. À ce titre-là, je crois que des développements très précis seront faits par le doyen Mavila tout à l'heure, mais je dirais tout simplement en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance de Meaux, qui lui n'a été saisi que le 23 janvier 2002, alors qu'il savait déjà qu'il y avait une procédure pendante au Congo. Et quand bien même il ne l'aurait pas su, il aurait dû l'interroger, puisque les faits se passent au Congo. Lui, il est juge d'instruction à Meaux. Meaux, c'est loin du Congo. Ce juge